Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette critique de Atlantide, l'Empire perdu, un film sorti en 2001 de Gary Trousdale et Kirk Wise. C'est un film qui a coûté entre 90 et 120 millions de dollars, il en a rapporté 186 dans le monde. Il a eu des critiques mitigées, toutes sont à peu près d'accord pour dire que c'est un spectacle au rythme rapide, mais qui échoue quant au développement des personnages. Il dure 1h30 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h30 ? Eh bien c'est Milo, un petit scientifique d'opérette qui va découvrir l'Atlantide. Alors c'est un film qui n'a pas rapporté beaucoup, il a eu un démarrage difficile au box-office à cause de son rival Shrek, mais c'est un pari commercial et créatif intéressant et donc nous allons un peu nous plonger dans les entrailles de ce film. L'histoire s'inspire du roman Voyage au centre de la Terre, publié en 1864 de Jules Verne. Mais je pense qu'on peut aussi y voir des références beaucoup plus contemporaines auprès de Stargate. Le studio est aussi descendu dans des grottes très profondes au Nouveau-Mexique pour voir les chemins souterrains qui ont servi de modèle pour l'approche de la cité de l'Atlantide dans le film. Ils ont décidé de ne pas suivre l'idée de la ville sous-marine grecque classique et ça c'est tout bénef pour eux. Atlantide, l'Empire perdu partage plusieurs similarités avec la série télévisée également japonaise du début des années 90, Nadia, le secret de l'eau bleue, ainsi que Le château dans le ciel, notamment pour leurs personnages, décors et histoire. Mais cela ne m'étonnerait même pas que Disney n'ait pas eu connaissance de la série japonaise. Quant à savoir s'il y a eu une véritable inspiration narrative ou visuelle, ça, c'est difficile de le dire. Autant ils se sont excusés pour le roi Léo, mais là, je n'ai pas plus d'informations. Ce que je sais par contre, c'est qu'ils ont bien griffonné 155 pages de scénario, alors qu'en principe c'était plutôt 90, donc on sent déjà une ambition très claire, et Kirk Wise se demandait est-ce que les gens voudraient voir les 12 salopards au centre de la Terre ? Eh bien je l'espère, c'est ce qu'il avait dit, et donc nous avons un film d'aventure à la trame classique, qui peut précipiter éventuellement son échec, un héros timide qui va devenir un homme, un méchant musculeux, ce genre de choses, lancement d'une épopée et la découverte d'un monde. Quelque chose de super classique, qu'on a déjà vu beaucoup de fois, mais l'histoire d'amour n'est pas niaise. C'est pas totalement une histoire d'amour en fait. En plus, il y a un élément perturbateur, on descend au plus bas pour une remontée fulgurante et un combat final très important et un happy ending encore plus important, une histoire pas forcément profonde d'un jeune homme qui continue le rêve de son père, moi je trouve que c'est assez classique, c'est pas aussi passionnant que je l'aurais souhaité. C'est une tentative cependant de Disney de faire un film pour un public adulte, avec par exemple un choix qui a été déjà proposé avant, dans Cusco, on n'a pas de chanson, On n'a pas de chanson et ça rend le tout déjà un peu plus adulte. C'est un défi pour l'équipe technique habituée à animer des séquences chantées, car seules les scènes d'action portent le film en fait. Si adulte qu'il en est presque ennuyeux. Ah, ça c'est bien embêtant, il y a un déséquilibre, il y a un problème de rythme. Oui, une opportunité pour l'équipe de développer un peu les personnages, mais c'est développé à travers des clichés, à travers des personnages fonctions, comme je l'ai déjà dit dans d'autres critiques, et ça donne quelque chose d'un petit peu inabouti. Un film sans dimension, un film plat, j'irai pas jusque là. Il y a quand même un travail thématique, je veux dire par là, qu'il y a la critique du capitalisme et de l'impérialisme, les thèmes de l'anticapitalisme, du colonialisme. Le personnage de Rourke est motivé par la cupidité capitaliste en poursuivant un gain personnel financier au lieu de la connaissance, le poussant à voler le cristal, ce qui amène d'ailleurs à la destruction de la civilisation, comparé à Milo qui lui est motivé par la connaissance et le partage. Rourke se définit d'ailleurs lui-même comme un capitaliste de l'aventure à un moment dans le film. Le dialogue entre Rourke et le roi Redak est comparable à celui qui pouvait avoir lieu entre les conquistadors espagnols et les autochtones des terres qu'ils commençaient à conquérir. Le film délivre aussi une morale plutôt ségrégationniste en concluant sur le fait de cacher la découverte des Atlantes aux habitants de la surface en conservant une séparation entre les deux cultures. C'est un peu dommage, plutôt que brasser l'ouverture vers le monde extérieur, chacun dans son camp en quelque sorte. C'est un scénario au rebondissement aussi attendu,
très clairement. C'est un scénario qui est vraiment sans surprise, hein. Il faut pas tout d'un coup... la grande révélation. On accumule à outrance des scènes spectaculaires en délaissant ces trop nombreux personnages. Atlantide est le premier film de Disney à présenter autant de héros venant d'origines ethniques variées. Il est grandement progressiste, je dirais plutôt normal, de montrer des personnages venant d'horizons variés au début des années 2000. Malheureusement, tous ces personnages restent non seulement au niveau du cliché, mais aussi très souvent au niveau du cliché ethnique. C'est-à-dire, je sais pas moi, le cliché du français sale, qui recule devant du savon, voilà ce genre de choses, des traits caricaturaux. Chacun est défini par des actions et véhicule une idée, un catalogue parfait d'images d'Épinal, avec le français sale, l'italien mafieux expert en explosifs, le gentil gros black. Voilà, les femmes sont diverses d'ailleurs, on a la femme fatale, on a l'hispano-américaine de banlieue, tendance gang, ou la vieille fille politiquement incorrecte, et une princesse pour changer un peu. On a quand même Milo, notre héros, un mec maladroit et maniéré qui devient viril, musculeux et testostéroné. J'ai ressenti vraiment un manque de charisme concernant ce personnage. Il n'a pas le charisme d'Aladin et il n'a pas le sex appeal de John Smith. C'est un geek de l'Atlantide. Et par exemple, lors de l'expédition, il y a la foreuse qui tombe en panne. Alors Audrey, la mécanicienne, l'hispano, qui est pourtant terriblement compétente, est incapable de déterminer d'où vient la panne. Et là, il y a le mec qui arrive, là, et hop, et il fait un petit truc, et hop, ça marche. C'est vraiment macho man. Hein. Non, mais vraiment là, alors que le petit mec, là, parce qu'il a une chaudière à l'université, que tout d'un coup, il sait comment fonctionne une foreuse, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est un cas isolé, vous allez me dire, non. Mais de la même façon, Kida, elle est incapable de faire démarrer les voitures laissées par ses ancêtres il y a des siècles. Et là encore, il y a Milo qui trouve la solution super rapidement alors qu'Ida réfléchissait sur le problème depuis des milliers d'années. Non mais voilà, ça fait vraiment genre, ça fait des milliers d'années que je suis là, mais j'ai toujours pas trouvé la solution. Non, laisse-moi rire. Non mais en plus, hein, tant qu'on y est, comme je l'avais lu, l'Atlantide, l'Empire perdu, retrouvé et sauvé par l'homme blanc. Ta-na-na-na, voilà. Les Atlantes qui sont supposés être une civilisation avancée, possédant une culture et une technologie supérieure à celle des populations actuelles, se retrouvent donc dépendants du héros blanc occidental qui vient leur expliquer leur propre civilisation. C'est quand même un truc de malade, quoi. À cela s'ajoute, que j'ai un peu disséminé un peu partout dans la critique, un petit aparté qui vient d'un article concernant l'Atlantide du site Le Cinéma et Politique. J'en fais des fois référence, des fois non, mais cette fois-ci je vais un petit peu en parler parce qu'il parle bien sûr de sexualité. C'est reparti. Donc voilà, on va un petit peu parler de sexualité parce qu'il y en a dans le film. C'est peut-être un des derniers films, hein, alors profitez-en. Nous avons une évolution de Milo, très clairement, qui devient plus affirmé, plus courageux, plus viril. À la fin, il sauve la princesse, ne l'oublions pas. Milo termine son apprentissage de la virilité par un combat au corps à corps avec le méchant, opposé à des femmes sexuellement attractives, ou pas. Helga Sinclair joue clairement la femme fatale lors d'une séquence un peu pastiche de film noir. Elle dirige les hommes parce qu'elle est belle. C'est louche. Elle est un peu présentée comme une méchante parce que une femme qui dirige, c'est méchant. Faudra encore un petit peu attendre avec La Planète au Trésor pour voir une femme qui commande et qui est bien perçue par le public. Kida, la gentille, ne semble pas avoir conscience de son pouvoir de séduction qui est pourtant très puissant. On voit les hommes baver devant elle. Et bien que sachant se battre, elle reste douce et fragile. Le personnage d'Audrey est extrêmement progressiste. Un personnage féminin actif et compétent, non sexualisé et n'ayant aucune intrigue romantique. C'est un petit peu la racaille. Les comics sont laids, encore une fois une grande tradition de Disney. Maul par exemple, ou la vieille femme qui est l'opératrice. Et pour revenir à Kida, la princesse sauvage, Kida est animalisée, très vite émerveillée par les capacités intellectuelles de Milo. Alors qu'elle est supposée savoir se battre, Kida se retrouve bien vite en position typique de la demoiselle en détresse. Difficile d'être plus passive puisqu'elle est littéralement transformée en objet lorsque les cristals prennent possession d'elle. La femme objet au sens figuré comme au sens propre.
Et lorsque la princesse est kidnappée, les Atlantes y restent passifs et attendent sans bouger que les étrangers enlèvent leur héritière au trône et leur retirent leur source de vie, ce qui conduira à la destruction de leur civilisation et à la mort de milliers de personnes. C'est Milo qui, fort de son statut de mâle, il doit sauver la faible femme, bien sûr, qui n'est pas capable de se sauver toute seule, et de son statut de blanc, il doit motiver la population atlante qui n'est pas capable de prendre une initiative pour éviter sa propre destruction et devient le leader, tant qu'on y est, des Atlantes en montant une expédition pour secourir la princesse. Et à la fin du film, Milo décide de rester en Atlantide. La dernière scène d'ailleurs semble suggérer qu'il épouse Kida et qu'il règne sur l'Atlantide avec cette dernière. Le film fantasme, comme je l'avais lu dans cet article, sur une domination de l'intérieur nécessaire mais bienveillante, acceptée par la population elle-même. C'est à se demander comment ces peuples primitifs ont pu vivre aussi longtemps sans nous. Voilà, c'est un peu ce qui ressortait de ce texte. En animation, vous pouvez bien vous en douter, c'est toujours un travail incroyable. Une animation répartie entre les 3 studios, Burbank, Paris et Orlando. 350 animateurs, artistes et techniciens ont été mobilisés pour cette production qui démarra après la sortie du Bossu de Notre-Dame en 96, donc ça remonte à assez loin. Et au lieu de faire une énième comédie musicale, l'équipe choisit de faire un film d'aventure en animation inspirée des œuvres de Jules Verne, comme je disais, un film qui aussi comporte un style visuel distinctif dû au travail d'un auteur de comics. Vous avez peut-être vu les Hellboy, Mac Mignola, je pense que je prononce comme ça, fut un des 4 designers de la production, ce qui donna au film un intérêt pour ses fans. Un design qui peut se rapprocher du steampunk. Et à sa sortie, c'est la production Disney qui a utilisé le plus l'animation numérique et un des rares à utiliser le format anamorphosé, tourné en cinémascope. Il y a eu une utilisation de la caméra virtuelle pour certains plans complexes de vol et de poursuite. Le Deep Canva également a été utilisé pour les plans larges panoramiques et les séquences d'action. Le film contient 362 plans avec des effets spéciaux, les ordinateurs liant le dessin 2D et la 3D. Par exemple, quand le sous-marin Ulysse, d'abord sur le quai, va dans l'eau, ce fut un défi pour les animateurs de faire en sorte que le public ne perçoive pas la différence entre la 2D et la 3D. Certains disent qu'il a été une révolution, mais on peut le dire à peu près de tous les Disney. D'un côté, on a la 2D dessinée, mais qui est maintenant en digital, et de l'autre côté, on a la 3D virtuelle, qui est créé par ordinateur. D'ici 10 ans, et ça a été le cas, le dessin comme celui-ci n'existera plus. L'avenir est à l'image virtuelle, la technologie numérique, la 3D. L'animation traditionnelle et l'animation numérique sont souvent considérées comme en compétition et Kirk Wise dit à ce sujet « N'importe quel animateur traditionnel, y compris moi, ne peut pas s'empêcher de sentir un pincement. Je pense que cela se réduit toujours à l'histoire, au personnage, et une forme ne remplacera pas l'autre, comme la photographie n'a pas remplacé la peinture. Certains pensent que la 3D allait remplacer la 2D, comme les films sonores et parlants ont remplacé les films muets. Les animateurs les plus anciens leur répondaient que l'animation traditionnelle était le cœur et l'âme de Disney, mais force est de constater qu'aujourd'hui, la compagnie a changé sa politique. Pendant ces années-ci, l'animation par ordinateur commence à montrer le bout de son nez et fait sensation. Les animateurs 2D avaient peur de l'arrivée de ces films comme Monstres et compagnie ou Final Fantasy. Ils se sentirent dépassés. Et c'est assez rare de voir des animateurs aussi conscients de ce changement. Jeffrey Katzenberg, à la sortie de son film Spirit, donc film lié à DreamWorks en animation, à la main donc, disait qu'il était trop tôt pour faire un baiser d'adieu à l'animation traditionnelle. Mais on peut vanter le visuel, comme à chaque fois, j'ai envie de dire, une énergie classique au dessin, c'est fort et c'est propre. C'est un film aux prouesses techniques. Le dernier plan en est clairement un exemple. Le plan le plus dur à faire de toute l'histoire de l'animation Disney d'après les réalisateurs. Ça, j'aurais pas cru. Il y avait déjà un travail saisissant dans Le Bossu de Notre-Dame, mais qui manquait un peu de profondeur. Mais après les nouvelles avancées dans le procédé, ils essayèrent encore une fois avec ce film, et quelle réussite! Puisqu'on commence
c'est quand même un truc de dingue, de très très près sur Milo, et on s'éloigne jusqu'à un plan de très très grand ensemble. Ils expliquèrent que leur tentative de travelling arrière durant leur précédente production, Le Bossu Notre-Dame, était poussive, manquait de profondeur, et donc cette idée de Caps allait beaucoup plus loin, parce que on va revenir un peu en arrière, mais avant on voyait la différence de couleur entre ce qui s'animait et les décors derrière. On le voyait à la couleur, c'était du fait de la superposition des transparents et des celluloïdes, et donc quand on fait beaucoup de caméras multiplanes, quand on a beaucoup de transparents, de celluloïdes, on perd du fond. Ici, chaque élément a été dessiné avec attention et combiné avec des véhicules animés volant à travers le décor pour que le spectateur voit une image complète et uniforme. Le film fait aussi date dans le milieu du design sonore. Chez les humains, nous avons des bruits de machines mécaniques. C'est le début de l'ère industrielle qui nous est montré ici, ce dont je parlais, le steampunk, alors que les Atlantes ont des sons plus organiques. Le linguistique, Mark Okrand, créateur du Klingon, a créé pour ce film une langue fictive, tandis que James Newton Howard a composé la bande-son du film. Une musique qui porte les émotions, un film, je le rappelle, ne comportant pas d'interlude musical, mais la belle composition du film donne quelque chose d'assez réussi. C'est un solide divertissement, assez mature, faut dire, très appréciable aussi pour son environnement esthétique, son graphisme, son humour qui marche assez bien, un peu timide mais c'est pas plus mal après Cusco. Ces thèmes abordés aussi, et moi je l'ai vu bien après sa sortie, j'ai presque envie de dire que je l'ai vu pour ce cycle. Je crois que je l'avais vu une seule fois avant mais je m'en souvenais plus, donc je l'ai revu pour ce cycle et c'est vrai que c'est assez fou quand même. Mais encore une fois, au niveau du scénario, je suis peut-être un petit peu déçu, ça reste quand même du lourd, qui tente de se démarquer. Je lui mettrai... de toute façon, ne vous inquiétez pas pour ces systèmes de notes, ça va valser quand je referai une saison 2 de critique. Je referai tout le système et je pense que les notes, ça partira. Mais si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un bon 14,5 sur 20. L'Atlantide, l'Empire perdu est un film à voir par curiosité. C'est un gros mastodonte, mais on ressent l'envie d'un certain changement dans sa manière d'appréhender l'animation, et ce fut aussi un demi-échec. De même que les films précédents et suivants. Fantasia 2000, Cusco, Dinosaur aussi, qui a coûté très cher, qui n'a pas aussi bien fonctionné qu'ils auraient souhaité. Alors il serait peut-être temps de se remettre en cause, mais non, même pas. Même pas les mecs qui se remettent en cause. Ils continuent dans des délires avec les prochains films, et ça va aller de plus en plus dans l'extrême, pour le meilleur et pour le pire. Donc soyez au rendez-vous dans les prochaines vidéos. Nous allons bientôt terminer le cycle de Disney. Il y aura encore quelques mois bien sûr, mais parce que j'aurai aussi encore quelques analyses à faire que j'ai pas commencé encore. J'espère que cette critique vous aura plu. J'ai parlé beaucoup de la production, mais c'est aussi important de savoir un peu d'où vient le film et les moyens qui sont mis en œuvre, parce que c'est vrai qu'on voit le film, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment un gros travail. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, parce que moi je l'ai regardé pour cette rétrospective, mais je n'ai aucun regard nostalgique. Pour moi il n'y a rien de vraiment marquant, genre les scènes cultes, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me faire partager aussi votre ressenti sur le film. Et quant à moi, je vous remercie de voir cette vidéo, je vous remercie de me suivre, ça me fait super plaisir et ça me donne vraiment envie de continuer. Encore une fois, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!